Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de Graines de photographe. Je m'excuse pour les quelques minutes de retard dû à un petit souci de connexion. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Je vais attendre juste quelques instants que vous connectiez. Je vois que ça commence à arriver petit à petit, c'est cool. Voilà, parfait. J'espère que vous allez tous bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Ok, ça a l'air de marcher, super. Allez, on va commencer. Donc, bienvenue pour ce 10e live de Graines de photographe déjà, consacré aujourd'hui à la photographie de voyage. Une thématique qui n'est pas des plus actuelles, mais voilà, qui en général vous plaît bien. Donc voilà, on va être ensemble pour une trentaine de minutes, où l'idée en fait c'est que ce soit une sorte d'échange entre nous. Voilà, ce ne sera pas un cours magistral, le but c'est que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Et moi, j'essaierai d'y répondre au maximum. Alors, pour poser vos questions, vous avez deux solutions. Soit vous les mettez directement dans les commentaires. Le problème, c'est qu'après, tous les commentaires vont défiler et moi, je ne vais pas forcément les voir. Sinon, vous avez un petit icône, une sorte de point d'interrogation en bas, dans laquelle vous pouvez directement glisser vos questions. C'est une sorte de boîte à questions. Donc voilà, ce sera plus facile pour moi pour les retrouver et vous êtes sûr qu'au moins j'y répondrai. Donc, voilà, donc on va commencer. Je vais d'abord commencer par me présenter avant d'attaquer le vif du sujet. Donc moi je m'appelle Mickaël Portillo et je suis photographe professionnel et formateur pour Graines de photographe depuis maintenant 2 ans. Déjà 2 ans qu'on a commencé l'aventure ensemble. Et j'ai deux domaines dans mon activité. Un premier domaine qui est consacré à la photographie pour les entreprises. Donc tout ce qui va être corporate, culinaire, immobilier, photographie d'événementiel. Et puis un deuxième domaine qui là est plus lié à ma passion, à mon cœur de métier et à ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la photographie de voyage. Voilà, ce sont vraiment ces deux domaines et aujourd'hui donc on va se concentrer sur la photographie de voyage. Alors pourquoi photographie de voyage? Tout simplement parce que ce sont deux univers, deux passions que j'ai et qui sont vraiment interreliés les deux. Puisqu'en fait moi là-bas je suis pas photographe de formation. Moi j'ai une formation en commerce international et c'est vraiment le voyage qui m'a emmené à la photographie il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et donc ce sont deux univers qui sont étroitement liés pour moi. Et j'aime bien dire que, ben, voilà, que je voyage pour photographier au même titre que je photographie pour faire voyager. Voilà. Donc ce sont vraiment deux univers étroitement liés dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mon travail, dans la photographie de voyage, je n'ai pas une spécialité à part vraiment précise. Hein. Je fais aussi bien de la photographie de paysage que de la photographie de portrait ou de scène de vie. Voilà. En voyage, tout m'intéresse. Je trouve que tout est intéressant dans le voyage. Il ne faut pas se mettre de limites, il ne faut pas se mettre de barrières. Et donc, en photo, c'est pareil. Donc, plutôt que de vous dire des grandes phrases sur mon travail, sur ce que je fais, etc., je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous montrer quelques images de ce que je fais. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Et puis surtout, ce sera l'occasion de vous donner quelques conseils, quelques tips voilà, concrets sur comment améliorer vos images et comment essayer de préparer aussi vos voyages lorsque vous faites de la photographie dedans. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et puis moi, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Donc l'idée, c'était pas forcément de choisir des photos que je considère être comme mes meilleures ou une sorte de best-of. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, j'ai choisi plutôt des photos où voilà, j'aurai des choses à vous montrer, à vous expliquer et essayer de vous donner quelques petits conseils au fur et à mesure. Donc la première que j'ai choisie, c'est celle-ci, qui est une photo que personnellement j'aime bien et que je diffuse souvent, et qui est une photo d'un petit enfant en fait, qui joue au... Bonjour tout le monde, hein, j'en reconnais certains. Voilà, une petite photo qui a été prise dans les rizières de Bali, un petit enfant qui jouait au cerf-volant. Et c'est une photo que j'aime bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle me touche, et puis je l'aime bien au niveau technique et au niveau composition, mais c'est surtout en fait lié à un moment. Parce que je suppose que c'est pareil pour vous quand vous faites des photos de voyage. Toujours lorsqu'il y a un moment particulier, lorsqu'il y a une rencontre, ça fait toujours des images qui sont plus fortes. Voilà. Mais c'est le cas notamment de cette photo, pour vous raconter un petit peu
l'envers du décor ou l'anecdote. C'est une photo, donc en fait je revenais d'une séance de prise de vue pour des cascades dans la jungle balinaise. Et voilà, je suis tombé sur ce gamin qui était en train de jouer au cerf-volant et qui avait bloqué son jouet dans un arbre. Et donc je l'ai aidé à le récupérer. Et après, ben voilà, il s'est mis à courir partout dans les rizières. Et ce qui fait qu'il y avait vraiment une petite interaction entre nous. Et voilà, je pense que ça se ressent dans la photo. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a de la force. Et ce que je voulais vous dire à travers cette photo, c'est que quand vous faites de la photographie de voyage, lorsque vous êtes en voyage avec votre appareil, il faut que vous soyez toujours hyper concentré, hyper réactif. Parce que les moments comme celui-là, ils sont souvent hyper fugaces. Voilà. Ils repartent aussi vite qu'ils arrivent. Et si vous n'êtes pas attentif sur ce qui se passe autour de vous, si vous n'êtes pas en mesure d'être réactif aussi avec votre matériel, et bien tous ces petits moments-là, vous allez les laisser passer et peut-être même que vous allez louper la photo de votre voyage. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être prêt, voilà, d'être attentif autour de vous. Ça, c'est vrai à chaque fois qu'on fait de la street photographie, mais c'est peut-être encore plus vrai lorsqu'on est en voyage. Donc attentif et aussi prêt avec votre matériel. Soyez en maîtrise du matériel. S'il y a un petit conseil que je peux vous donner au niveau technique, c'est de privilégier lorsque vous faites de la photo en voyage des modes semi-automatiques du style priorité ouverture ou priorité vitesse. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus réactif que si vous shootez en mode manuel. Alors, si tout ce que je vous dis là, c'est un peu du charabia, ça va pas être la thématique d'aujourd'hui d'expliquer ce que sont les modes priorité ouverture, priorité vitesse. N'hésitez pas à vous inscrire à un petit cours de graines de photographe. Il y a des thématiques exprès pour ça. Et les cours sont super bien faits. Ça vous aide comme ça à acquérir les bases de la photo. Donc voilà, petit conseil, mettez-vous en mode semi-automatique, beaucoup plus réactif. Et ça va vous permettre de shooter ce type de scène, là, comme ce petit enfant dans les rizières, de manière beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était la première photo que je voulais vous montrer. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais là, en fait, j'ai fait une sélection de 6 photos. J'ai choisi 3 photos autour plutôt des scènes de vie, des portraits, voilà, et 3 autres photos plus axées sur du paysage. Comme ça, pour faire une sorte de balayage un peu déjà de mon travail et puis de ce que vous pouvez réaliser en tant que photographe lorsque vous êtes en voyage. Donc la deuxième image que je voulais sélectionner, c'est celle-ci, qui est une photo qui a été prise au Sri Lanka. Voilà, c'est une photo d'un pêcheur sur échasse. C'est une technique assez ancienne au Sri Lanka de la pêche sur échasse. C'est pas une technique millénaire, on va dire, mais voilà, c'est une technique quand même qui se transmet de famille en famille. Et je voulais sélectionner cette photo parce qu'en fait elle fait partie d'une de mes séries qui s'appelle les Anonymes, que je développe depuis 2013 maintenant. Et dont l'objectif de cette série en fait est de montrer des populations asiatiques dans leur quotidien, donc avec un côté vraiment, on va dire presque intrusif, côté très, très proche du sujet, mais tout en le laissant dans l'anonymat. Voilà, donc je voulais qu'il y ait ce paradoxe dans cette série-là, avec d'un côté la proximité vraiment d'une prise de vue dans le quotidien, comme ici le pêcheur en train de pêcher, et puis vraiment cette distance avec l'anonymat, avec le fait qu'on ne puisse pas identifier le sujet. Voilà, c'est vraiment un peu l'explication de cette série. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la série. Si vous voulez, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur mon blog, sur mon site internet, qui explique un peu la genèse de cette série, si ça vous intéresse de la découvrir. Mais voilà, je voulais vous la montrer pour vous dire que vous aussi, lorsque vous faites des photos en voyage, ça peut être intéressant de travailler sous forme de série. Pourquoi ? Pour moi, il y a plusieurs intérêts. C'est que une série, elle va être étalée dans le temps, et donc ça va vous permettre, une fois que vous allez regarder toute la série, de voir un peu l'évolution de votre travail, l'évolution, votre amélioration technique, mais aussi l'évolution, je dirais, de votre créativité, votre patte artistique au fur et à mesure de vos voyages, et voir aussi comment le voyage peut impacter votre travail artistique. Et ça, c'est super intéressant et ça peut vraiment vous aider à vous améliorer et aussi à concevoir le voyage d'une autre manière. Parce que moi, je le disais en préambule, pour moi, ces deux univers sont interreliés. Je suppose que c'est pareil pour vous. Et lorsque je fais un voyage sur lequel je veux travailler sur une série en particulier, je ne vais pas le préparer de la même façon parce que je vais me dire, ok, je veux bosser sur cette série, donc où est-ce que je dois aller, comment est-ce que j'y vais, pourquoi faire et comment ça va m'aider à poursuivre cette série-là. Donc voilà, ça c'est un petit conseil, si vous ne le faites pas déjà, essayez de travailler sous forme de série. Il y a forcément des
des thématiques un peu larges qui vous intéressent et que vous pouvez mettre en application sur vos futurs voyages. Alors, je vais juste regarder, je crois qu'il y a une petite question dans la boîte à questions. Tac. Quel est le meilleur startup pour commencer en pro sans craindre de grosses cotisations? Alors ça, c'est une question plus structurelle, j'y répondrai à la fin. Je les garde les questions et j'essaierai d'y répondre de manière structurée. Donc, la troisième photo que je voulais vous montrer dans la thématique un peu scène de vie, portrait, c'est celle-ci, voilà, qui est une photo d'un... tu travailles à la commande, tu vends ce que tu as pris. Alors Anaïs, je répondrai pareil aussi, j'essaierai de répondre à toutes les questions à la fin, mais non, moi c'est plutôt à la commande, mais je peux aussi faire des ventes de tirage d'art aussi de manière un peu plus ponctuelle. Donc voilà, cette photo, elle a été prise donc, encore une fois dans une rizière à Bali. Donc voilà, Bali, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est une destination que j'aime beaucoup. Et je voulais vous sélectionner une photo d'un portrait parce que lorsque j'anime des cours de street photographie pour Graines de photographe, il y a une question qui revient quasiment systématiquement, c'est comment réaliser des photos de portraits, des photos de personnes lorsqu'on est en voyage. Ça, c'est vraiment la grande question qui revient, et donc je voulais y donner la grande réponse qui va beaucoup vous aider, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, pour réaliser des photos de gens lorsqu'on est en voyage, tout simplement parce qu'on travaille sur l'humain. Donc ça va dépendre forcément de la façon dont va réagir votre sujet, mais ça va aussi dépendre de vous en tant que photographe, votre manière d'approcher et quelle est votre approche personnelle. Donc je dirais qu'il y a autant d'approches possibles et de méthodes possibles qu'il y a de photographes. Donc moi ce que je peux faire, c'est vous donner mon approche personnelle, la façon dont moi je procède, mais ce n'est pas forcément un guide ultime à suivre, voilà, ce ne sont que des conseils. Donc souvent la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faut aller demander l'autorisation au sujet? Moi j'aurais tendance à dire que non, parce que dans mon approche, quand je fais des photos de scènes de vie ou de portraits en voyage, ce que je recherche en premier lieu, c'est l'authenticité et le naturel. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui aiment bien faire des mises en scène, qui aiment bien aller expliquer leur démarche au sujet. Mais voilà, moi j'essaie d'être le moins intrusif possible. Voilà, j'ai pas envie de débarquer dans une rizière comme c'est le cas pour la photo de ce monsieur-là. Je me voyais pas débarquer dans les rizières et avec tous mes flashs, avec mon réflecteur et le prendre pendant 1 heure en disant tu te poses comme ça, tu poses comme ça. Non, c'est pas vraiment ce que je recherche. J'essaye d'être le plus neutre possible et qui est le plus d'émotion et de naturel dans les portraits. Donc à mon avis, c'est peut-être la bonne approche pour vous, si vous ne savez pas comment faire, si vous êtes un peu timide, c'est de rester naturel. Je sais que quand je pose la question à mes élèves qui ont des blocages par rapport à ce type de photo, qu'on essaye de trouver ensemble quels sont leurs freins, est-ce que ça vient du côté technique, est-ce que ça vient de la difficulté à identifier des sujets? Et en fait, bien souvent, les blocages, c'est les blocages qu'ils se mettent eux-mêmes. C'est la peur du refus, c'est la timidité, la peur d'aborder le sujet. Et donc ça, forcément, c'est pas les blocages les plus simples à résoudre, mais d'un côté, c'est ceux pour lesquels vous avez toute la maîtrise. Donc allez-y, n'ayez pas peur, soyez naturel. Moi, la méthode que je vous préconiserais, c'est peut-être de commencer un peu loin du sujet. C'est vrai que si vous commencez directement à 10 cm de votre sujet, avec votre 50 mm directement face à face, ça peut être un peu intrusif, ça peut être un petit peu trop violent pour le sujet. Essayez de commencer des focales un peu plus longues en étant plus loin du sujet. Et puis montrez-vous, essayez de faire comprendre à votre sujet ce que vous avez envie de faire. Et puis voyez comment il réagit. Il n'y a pas besoin de toujours verbaliser, d'aller demander bonjour, est-ce que je peux prendre une photo de vous? Oui, non. On arrive à échanger, ne serait-ce que par le regard, essayer de faire comprendre si la personne est d'accord ou si elle n'est pas d'accord. Donc voilà, des choses un peu plus naturelles, un peu plus intuitives marchent très bien aussi. Alors j'ai un petit commentaire, oui, mais est-ce qu'on a le droit? A-t-on le droit de diffuser sans l'autorisation des personnes? Alors ça c'est une bonne question, c'est une question un peu juridique dans laquelle j'ai répondu plus en détail sur l'article de mon blog, n'hésitez pas à y aller. Mais juste pour donner 2-3 éléments, en fait ce qu'il faut savoir lorsqu'on photographie des gens, c'est qu'il y a 2 grandes libertés, on va dire, individuelles qui s'opposent. Il y a la liberté artistique, voilà, qui est un dérivé de la liberté d'expression. Et il y a la liberté, il y a le droit à l'image. Voilà.
Il faut savoir que de manière générale, lorsqu'on prend un petit peu, alors sans rentrer trop dans des détails juridiques, mais lorsqu'on regarde un peu les différentes jurisprudences, la liberté d'expression et donc la liberté artistique est au-dessus en fait de la liberté du droit à l'image. D'ailleurs parce que le droit à l'image est une notion juridique qui n'existe dans quasiment aucun pays. Nous on l'a en France mais dans beaucoup de pays, notamment en Asie, notamment en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Le droit à l'image n'existe pas et donc ne s'applique pas. Et donc vous avez le droit, pour répondre à ta question, vous avez le droit de prendre des gens en photo à partir du moment où c'est je dirais il y a quelque chose de créatif en fait, c'est une démarche créative et artistique, voilà. Si après vous voulez faire un commerce de ces photos-là, là c'est une autre question et le droit à l'image peut interférer là-dedans. Mais quand vous êtes en voyage, si vous voulez prendre des photos des gens, vous avez tout à fait le droit de le faire. Après, peut s'opposer éthique et juridique, c'est-à-dire que vous avez le droit de prendre en photo quelqu'un pour vous, pour votre création artistique, mais si la personne vous fait comprendre qu'elle ne veut pas, est-ce que vous allez quand même le faire? C'est chacun qui est libre de le faire, mais voilà. Parfois, éthique et juridique peuvent s'opposer et être contradictoires. Donc voilà pour cette troisième photo que je voulais vous montrer. Je regarde s'il n'y a pas des petites questions dans la boîte à questions. Question matériel. Alors le matériel, je vais y venir juste après, enfin en deuxième partie de conférence, pour vous donner aussi des conseils sur le matériel. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on va passer sur des photos plus axées sur du paysage, pour vous montrer l'autre côté de mon travail. La première que j'avais sélectionnée, c'est celle-ci. Voilà, qui est une photo en fait prise en Slovénie sur le lac de Bohinj, qui est un des plus beaux lacs de Slovénie, prise au lever du soleil en fait pour aborder un petit peu et poser les bases de quand est-ce que c'est le mieux de faire des photos de paysage. Alors on peut en faire tout le temps, hein, c'est pas ça le problème, hein, on a le droit de déclencher à tout moment dans la journée. Seulement il y a des moments qui sont un peu plus propices que d'autres et ça va être le cas notamment pour ce qu'on appelle les golden hours, qui est la période qui se situe juste après le lever du soleil et juste avant le coucher du soleil. Voilà. Quand la lumière est plus douce, quand la lumière est plus diffuse, et donc ça va vous faire, et qu'il y a des variations de couleurs et des ambiances un peu particulières, c'est là que vous allez pouvoir sublimer les paysages, plutôt qu'avec des lumières très fortes de milieu de journée, ou une lumière très blanche qui va marquer les ombres et qui ne va pas faire des rendus les plus esthétiques possibles. Donc voilà, donc si vous voulez faire de belles photos de paysage, c'est à ces moments-là qu'il faut plutôt privilégier vos sorties photos, donc ce qui veut dire qu'il faut être soit matinal, soit un peu couche-tard. Mais voilà, en photo de paysage, il faut se faire un petit peu violence. Vous pouvez aussi photographier à ce qu'on appelle l'heure bleue, qui est une période qui se situe juste avant le lever du soleil ou juste après, quand le soleil est encore caché à l'horizon et donc donne une teinte un peu bleutée au ciel. Donc voilà les moments pour faire des photographies de paysage, ça c'est une première chose. Et ce que je voulais aussi vous montrer en vous montrant cette photo, c'est n'hésitez pas à intégrer un personnage dans vos compositions. Ça va avoir en fait plusieurs intérêts. Le premier, c'est que ça va donner une notion d'échelle. Souvent, lorsqu'on prend un paysage, on voit le paysage, il est grandiose, il est génial. On prend la photo et on est un peu déçu parce qu'on a l'impression que tout est écrasé. Voilà, je suppose que ça vous l'a déjà fait. Ça, c'est un peu le problème au niveau optique, c'est que voilà, toutes les perspectives vont s'écraser et donc voilà, on va pas retrouver cette notion de grandeur. Et bien, en intégrant un personnage dedans, eh bien, vous allez pouvoir donner une notion d'échelle entre l'importance du paysage par rapport à un sujet humain. Donc ça, c'est un premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est aussi que ça va structurer votre image au niveau horizontal. C'est pareil, comme je disais, comme tous les plans sont un peu écrasés, si vous structurez vos plans en y mettant différents éléments, eh bien, ça va faciliter la lecture de votre image pour le spectateur, celui qui va lire l'image, ça va être beaucoup plus simple de la décrypter. Donc ici, par exemple, on a des rochers au premier plan, on a un personnage au second plan, et on a ensuite la montagne, la forêt au second plan, ce qui fait qu'on a une structure, et on a une structure des différents plans horizontaux qui aident à lire l'image. Donc n'hésitez pas à vous aussi intégrer un personnage. Alors, c'est plus simple lorsque vous êtes accompagné, hein, c'est sûr, mais vous pouvez aussi le faire vous-même, comme je l'ai fait sur cette photo-là, grâce à un trépied et un retardateur.
Donc l'idée, c'est pas de se faire des compositions un peu narcissiques en se mettant toujours sur la photo. Mais voilà, quand vous n'avez pas d'autres solutions, ça peut être aussi une possibilité. Donc ça, pensez-y, ça peut vraiment vous aider à structurer vos images et à leur donner un peu plus de force et de corps. La deuxième photo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, qui est une photo qui a été prise en Islande. Donc c'est une cascade d'Islande sur la partie ouest de l'Islande, je crois, de mémoire. Alors je vous l'ai montré déjà parce que bon, la cascade en elle-même est sympa, elle aurait pu faire une photo, enfin elle pouvait se suffire à elle-même. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien aussi, il y a une qualité qui est essentielle quand on fait de la photographie de paysage. Alors c'est bien de l'avoir soit de manière innée, soit alors de la développer. Moi, ça a été plutôt le second cas pour moi, je ne suis pas un patient d'origine. Mais voilà, c'est vraiment la patience. Parce que ce qui va faire que vos photos vont sortir un peu de l'ordinaire, c'est d'attendre qu'il y ait le petit supplément, la petite chose qui va arriver et qui va faire voilà, que la photo va sortir de l'ordinaire et qu'on ne va pas se dire tiens, c'est une photo que j'ai déjà vue 1000 fois. Cette cascade, c'est une cascade qui est plutôt connue. Mais qu'est-ce qui fait la différence ici sur la photo? C'est évidemment l'arc-en-ciel qui est juste au-dessus, qui le borde, qui l'encadre parfaitement. Et donc moi, pour la petite anecdote, j'étais face à cette cascade, il bruinait un peu, voilà, il s'était couvert, et je me suis dit, ben voilà, ça serait génial s'il y avait un petit rayon de soleil pour pouvoir faire un arc-en-ciel juste au-dessus. Donc j'ai attendu et j'ai eu la chance que ça arrive. Je dis pas que c'est à chaque fois que vous allez être patient et que ça va forcément marcher. Vous aurez des déceptions, ça c'est normal, on travaille avec la nature, hein, la nature c'est la seule qui décide, mais disons que la patience est une condition pas forcément suffisante mais nécessaire. Voilà. Soyez patient, prenez le temps et c'est comme ça que vous arrivez à faire des photos qui vont sortir un peu de l'ordinaire. Ou comme dit Jonathan, la montgolfière dans le ciel. Exactement, tous ces petits détails qui peuvent faire la différence pour donner voilà, une photo un petit peu différente. Est-ce que la photo est prise au drone? Alors non, cette photo elle n'est pas prise au drone en fait. Pour cette cascade-là, en fait il y a un promontoire avec un poste d'observation qui est situé juste devant. Donc ce qui fait que déjà, bon, là en l'occurrence, c'est pas un spot qui est difficile d'accès. Donc ça simplifie déjà le côté technique. Mais non, ça c'est pris au réflexe et c'est d'autant plus simple. On peut faire beaucoup de choses maintenant avec les drones. On peut faire aussi des photos en pose longue. Mais voilà, c'est quand même plus simple avec un appareil, avec un réflexe. Donc voilà la deuxième photo que je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer aussi une troisième photo paysage. C'est celle-ci. Est-ce que je l'ai là? Voilà, elle est là. C'est une photo du volcan Agung à Bali, qui en fait a été prise depuis le sommet du volcan Rinjani sur l'île de Lombok. Donc voilà, donc déjà j'aime bien cette photo parce que en termes d'anecdote elle est sympa. Voilà, c'est un volcan sur une île pris depuis le sommet d'un autre volcan sur une autre île. Donc j'aime beaucoup cette photo et c'est une photo qui date parce qu'elle a quasiment une dizaine d'années maintenant. Et je voulais vous la montrer pour dire en fait que pour un peu désacraliser, démystifier une légende qui dit qu'on ne peut faire des bonnes photos qu'avec du bon matériel. Parce qu'en fait, cette photo, elle a été prise avec un appareil compact. Alors, pas un compact expert, hein, pas un compact nouvelle génération, non, vraiment un compact d'il y a 10 ans. Et voilà, c'est pour vous dire qu'on peut quand même, je trouve, c'est personnel, mais je trouve que la photo est réussie, donc on peut quand même faire de bonnes photos avec du matériel un peu plus entrée de gamme. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire croire que la qualité du matériel n'influence pas la qualité de l'image, hein, ça serait faux, ça serait mentir. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que vous avez un matériel qui n'est pas le dernier cri que vous ne pouvez pas faire de belles photos. Donc ça, retenez-le, ça permettra d'enlever d'autres blocages que j'entends souvent lorsque je discute avec les élèves, c'est ouais, mais moi j'ai pas ce qu'il faut, j'ai un appareil entrée de gamme, je peux pas faire des belles photos, et bien non, voilà. Donc faites-vous plaisir avec le matériel que vous avez. Et de toute façon, les meilleures photos, les photos les plus réussies à mon sens, c'est les photos qui vous plaisent à vous, les photos qui vous font plaisir. Donc, si vous faites des photos que vous trouvez déjà vous-même belles et réussies, vous êtes gagné. Donc allez-y, soyez libre et shootez surtout. Voilà les quelques photos, la petite exposition que je voulais vous montrer pour partager avec vous quelques conseils et montrer un petit peu ce que je fais. Donc je vais regarder avant de passer à notre thème si vous avez quelques petites questions.
Alors une question de Ken, photographe, quel est le meilleur statut pour commencer en pro sans crainte de grosses cotisations? Alors ça, bon, on s'éloigne un peu du cadre purement de la photographie de voyage, mais c'est une question qui est intéressante. À mon avis, le statut le plus simple pour commencer en tant que photographe, c'est qu'il y a plein de statuts différents en tant que photographe lorsqu'on est artisan, voilà, etc. Moi, le plus simple, à mon avis, par lequel j'ai commencé, moi, c'est auto-entrepreneur, parce qu'on a peu de charges au début. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, eh bien, vous n'avez pas de charges à payer. Donc ça vous permet de commencer librement, sans vous prendre la tête. Et puis après, vous verrez au fur et à mesure, en fonction de comment votre activité se développe, si vous devez changer de statut. Mais c'est à mon sens le statut le plus simple. Donc il y avait une ou deux autres questions sur le matériel, mais je vais y venir juste maintenant, là. Parce que là, je vous ai donné quelques conseils au niveau technique, au niveau de l'approche aussi, comment faire vos photos, comment approcher vos sujets. Et je voulais aussi vous donner quelques conseils sur le matériel. Parce que la photographie de voyage, c'est une discipline particulière. Et en photo, chaque discipline va entraîner un matériel un petit peu particulier. Alors, on peut globalement faire de la photo avec tout type de photo, avec tout type de matériel. Mais forcément, il y a des matériels qui vont être un petit peu plus adaptés pour la pratique de la photo de voyage. Alors, je vois une autre petite question qui arrive au passage, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que les couleurs ont été retouchées? Alors ça aussi, c'est une grande question qui revient souvent. Enfin, en tout cas, c'est un sujet presque parfois un peu tabou. C'est le sujet de la retouche en photo. Est-ce qu'il faut retoucher ses photos? Est-ce que c'est tricher? Est-ce qu'on va perdre le naturel? Ça, c'est une question qui est vraiment la sensibilité de chaque photographe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même avec les meilleurs appareils dernière génération, dernier cri, etc., quand vous prenez une photo, vous aurez toujours une déperdition par rapport à ce que vous voyez en live. L'image qui va ressortir sur votre boîtier va toujours manquer d'un peu de contraste, va toujours manquer d'un peu de saturation, d'un peu de détail, etc. Et donc le post-traitement sert de base à récupérer ce que l'appareil n'est pas capable de faire à la prise de vue. Donc ne serait-ce que pour ça, pour moi, le post-traitement est une étape, je dirais, essentielle dans la prise d'une photo. Ça fait partie du cheminement global d'une photo. On trouve un spot, on fait des réglages, on déclenche et à la fin on traite son image. Après, on peut pousser plus ou moins loin ces réglages, on peut modifier les couleurs de manière plus ou moins poussée. Ça, en fait, c'est une question de sensibilité et de curseur. Et c'est chacun qui va déterminer si l'image qu'il fait en post-traitement va lui plaire ou pas. Pour le cas des photos que je vous ai montrées, il y a un peu de post-traitement, il y a un peu de retouche. Mais de la même façon que lorsque je fais des photos de portrait, j'aime bien essayer de chercher du naturel. C'est un petit peu la même chose en photographie de paysage. Voilà. J'essaie de pas faire des traitements trop bariolés, trop saturés, qui dénaturent trop les photos. J'essaie de rester fidèle. Et en l'occurrence, là, sur le lever de soleil du volcan, je pense que c'est très très fidèle à ce que j'ai vu ce jour-là. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Quel objectif pour la photo de voyage? Voilà, ça je vais y répondre juste maintenant. Quand tu pars en safari, quelle est la durée de séjour? Prévois-tu un ou plusieurs séjours suivant les repérages? Alors, il y a une dernière partie dans la conférence qui va être consacrée à des voyages photos que je développe et que je propose. Donc, je pense que je répondrai à ta question à ce moment-là. Quand tu parles de série, qu'est-ce qui fait une série, une histoire, des éléments communs? Alors, ça aussi, je le détaille un petit peu plus dans l'article, mais je vais essayer de te répondre maintenant. C'est vrai que je pense qu'il y a une différence. La série, en fait, se différencie de la simple galerie. Quand je dis simple, c'est pas péjoratif. Je pense qu'une galerie, en fait, c'est exposer des photos qui n'ont pas forcément de lien entre elles, ou qui peuvent en avoir, mais de manière ténue. C'est vraiment une sorte de best-of, un peu une galerie. C'est je réunis mes meilleures images, et je les présente, je les expose. Une série, c'est un peu différent, parce que dans une série, va s'intégrer une thématique et une recherche de messages. Souvent, une série, ça part de là. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de faire passer un message, et je choisis un canal, et ce canal, en l'occurrence, ça va être la photographie, et à travers une série d'images. Donc, toutes les images ne sont pas forcément identiques au niveau graphique, ou elles n'ont pas forcément un lien au niveau graphique, mais elles vont avoir un lien dans la composition, un lien dans le message qu'elles font passer, qui fait qu'on on va pouvoir passer de l'une à l'autre en racontant une histoire. Voilà, en gros, pour dire ce qu'est une série. Donc, effectivement, il y a un côté fond et un côté forme dans une série. Autant une galerie est plus sur la forme, autant une série, il y a vraiment ce côté fond et ce côté thématique, histoire que je vais donner à ma série.
J'espère que ça répond à ta question. Donc, là, je vais vous montrer un petit peu, on va parler un petit peu de matériel pour vous donner quelques conseils et vous dire qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme matériel. Alors, encore une fois, comme sur les conseils que je vous ai donnés par rapport à moi, mon travail, là, je vais vous montrer un petit peu mon sac photo. C'est un exemple de ce qu'on peut emmener. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que j'ai dans mon sac photo que vous ne pourrez pas faire de belles images, comme je le disais tout à l'heure. Alors, avant de commencer par le contenu, je voulais vous montrer un contenant. Voilà, c'est un sac photo. C'est un sac photo un petit peu particulier, je pense que vous le voyez bien. Un sac photo, photo randonnée. En fait, l'intérêt de ce sac, c'est qu'il a une partie ici pour recevoir le matériel. C'est une sorte en fait de module que vous allez insérer dans le sac, qui va être plus ou moins grand en fonction de vos besoins matériels. Et au-dessus, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une partie neutre, ici on ne le voit pas très bien. Il y a une partie au-dessus du module photo qui va vous permettre de rajouter tout un tas de choses, votre gilet, votre pull, ce que vous voulez. Et donc voilà, ça va permettre d'avoir ces deux parties avec le côté renfort et le côté portage d'un sac rando. Donc ça, c'est pas mal. Ce type de sac, c'est vraiment sympa. Donc là, c'est la marque F-Stop. Alors tout le matériel que je vais vous montrer ici, je fais pas de publicité pour aucune marque, c'est vraiment plus des typologies de produits que je vous montre, mais il y a ce type de sac aussi sur d'autres marques de très bonne qualité. Donc retenez plutôt le type de produit plutôt que les marques en elles-mêmes. Donc ça, c'est une idée de contenant pour porter votre matériel. Et en matériel en lui-même, donc là on va switcher la caméra. Voilà. Pour vous donner quelques exemples de choses que vous pouvez emmener lorsque vous partez en voyage. Donc d'abord le boîtier. Moi je travaille avec un boîtier, un appareil photo réflexe de chez Canon, mais là encore une fois, peu importe la marque, on s'en fiche. J'ai toujours travaillé avec un réflexe, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien, mais c'est vrai que si aujourd'hui vous vous posez la question de savoir dans quoi j'investis, voilà, vous avez un peu de budget, vous voulez vous acheter un appareil, vous pouvez aller les yeuter du côté des hybrides, parce que les appareils photo hybrides ont vraiment gagné en qualité. Avant, l'hybride était un peu en dessous du réflexe. Maintenant, il y a de très bonnes choses qui se font dans les hybrides. Et vous allez avoir, dans un appareil photo hybride, une meilleure compacité. Parce que là, vous voyez, un réflexe, voilà, c'est un peu lourd, comme tu le dis, Franz Image, c'est lourd. Ça prend de la place. Et en voyage, lorsqu'on crapahute un peu, on se balade un peu partout, on n'a pas forcément envie de se trimballer 10 kg de matériel sur le dos. Donc, un hybride peut être une solution. C'est peut-être la solution un peu alternative entre compacité, légèreté et qualité. Donc vous pouvez les yeuter du côté de chez Sony par exemple, qui est la marque qui se développe beaucoup en ce moment et qui fait de très très bons hybrides. Donc ça c'est pour le boîtier. Ensuite, la grande question lorsqu'on part en voyage, c'est quels objectifs, quelle focale je vais emmener. Ça, c'est toujours la grande question. Alors ça va dépendre de votre travail d'abord, de votre sensibilité. Mais j'aurais tendance à dire que le mieux, c'est peut-être d'emmener des zooms. Voilà. Il y a deux grandes catégories de focales. On a les focales fixes, c'est-à-dire celles qui ont un seul angle de prise de vue. Voilà. Et on a ce qu'on appelle les zooms, qui eux vont avoir plusieurs angles de prise de vue. Donc d'un côté, on va avoir l'avantage du zoom, ça va être la polyvalence, évidemment. Et l'avantage des focales fixes, ça va être la qualité de l'image. Sauf que quand vous êtes en voyage, moi, si vous deviez n'emmener qu'un seul objectif, moi ce que je vous conseillerais, c'est plutôt un zoom, parce que vous allez gagner énormément en polyvalence et en réactivité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la photo du gamin dans les rizières de Bali. Lorsque vous faites de la photo de voyage, notamment de la scène de vie, il faut que vous soyez réactif. Et donc, avec des objectifs de ce type-là, vous allez pouvoir gagner énormément en réactivité. Donc ici, par exemple, c'est une focale 24 mm jusqu'au 105 mm. Donc ce qui fait que vous allez pouvoir faire du paysage, puisqu'on a un début de grand angle. On n'est pas sur de l'ultra grand angle, mais on est quand même sur du grand angle, jusqu'à un début de téléobjectif. Donc avec ça, vous pouvez faire du paysage, de la scène de vie, du portrait, voire même un peu d'animalier si vous arrivez à les approcher d'un peu près. Donc vous allez être super polyvalent. Donc moi, c'est un peu le triptyque avec lequel je pars en voyage systématiquement. C'est un zoom
grand angle, voire ultra grand angle, un 16-35 mm. Un objectif transstandard comme celui-ci, un 24-105. Et un téléobjectif, un 70-200, qui va permettre de photographier des choses un peu plus lointaines, des paysages un peu plus loin, des scènes de vie voilà, plus éloignées, voire même un peu d'animalier. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce qui va constituer mon sac photo de base. Et après, lorsque j'ai des reportages un peu particuliers ou des besoins en image, je peux y intégrer des focales fixes. J'aime bien travailler avec la focale 24 mm de chez Sigma, dans leur série Art, qui est une focale exceptionnelle avec un piqué fantastique, donc une grande qualité d'image. Mais ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez amener à la fois des zooms pour la polyvalence et des focales fixes pour la qualité de l'image, vous pouvez partir avec une petite focale fixe comme celle-ci. Voilà, donc ça c'est un 50 mm qui est hyper compact, qui pèse rien du tout et qui fait de très belles images, notamment pour faire des portraits sur le vif. Ça, je m'en sers beaucoup, notamment pour ma série Les Anonymes. Voilà, je me sers beaucoup de ce petit objectif qui est super et qui coûte une centaine d'euros neuf. Donc c'est même pas... Niveau budget, c'est super. Alors, je vois tu mets une housse sur le boîtier. Alors, bonne question. C'est vrai que moi, quand je pars en voyage, c'est souvent des voyages un petit peu, on va dire, exotiques, un peu hors des sentiers battus. Donc, le matériel est souvent soumis à rude épreuve. Donc, j'aime bien mettre une housse autour. Ça m'a sauvé plus d'une fois, mais je le mets aussi parfois, dans certains reportages pour les entreprises. Voilà, c'est pas une obligation, ça a des avantages, ça a des défauts, mais c'est vrai que des fois, je le mets. Quand on change les objectifs des hybrides, on récupère des poussières. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai pour les hybrides et c'est vrai pour les réflexes aussi, puisque les deux ont la particularité en fait d'avoir des objectifs amovibles, puisqu'un objectif vient se fixer au niveau du boîtier comme ça. Donc c'est vrai aussi, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je recommande des zooms lorsque vous êtes en voyage, c'est-à-dire que si vous n'avez que des focales fixes, à chaque fois que vous allez vouloir photographier un sujet qui va nécessiter un angle différent, eh bien vous allez devoir changer d'objectif. Voilà. Et ça, déjà, c'est galère. Et effectivement, vous allez mettre votre matériel, vous allez le mettre en danger, entre guillemets. En tout cas, vous allez l'exposer aux poussières qui peuvent rentrer dans le boîtier ou qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'objectif. Voilà. Donc, c'est sûr qu'avec un zoom, vous évitez ça aussi. Donc, c'est un avantage supplémentaire du zoom. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais essayer d'y revenir à la fin, mais j'aimerais essayer de vous parler de tout ce que j'avais prévu. Voilà, il y a d'autres petits accessoires aussi lorsqu'on est en photo de voyage qui sont pour moi indispensables. Le premier, c'est le trépied. Vous n'allez pas voir grand-chose ici, je vais me reculer un petit peu. Voilà, un trépied, c'est vraiment pour moi l'accessoire à avoir lorsqu'on part en voyage, pour plusieurs raisons. Parce que ça va vous permettre de faire de la photo de nuit, de la photo de lever de soleil, de la photo de coucher de soleil. C'est essentiel de la photo aussi, d'astrophotographie si vous en faites, de la pose longue en journée. Donc c'est vraiment, je dirais, l'accessoire qu'il faut avoir lorsqu'on part en voyage. Ça permet aussi de se prendre soi-même en photo, comme sur celle que je vous montrais tout à l'heure. Donc si vous aviez un accessoire dans lequel investir pour partir en voyage, ce serait un trépied. Et à mon avis, essayez plutôt de le prendre léger. Je sais qu'il y a des photographes qui ne jurent que par des trépieds lourds. Moi, je pense qu'un trépied léger, c'est mieux. Autre type d'accessoire ultra important lorsqu'on part en voyage et qu'on veut faire de la photographie de voyage. Alors là, c'est peut-être plus pour de la photographie de paysage, mais voilà, j'en parle quand même. Ce sont les filtres. Donc des filtres, il en existe plusieurs variétés. Vous allez d'abord avoir un filtre comme celui-ci, qui est un filtre polarisant, qui va servir à quoi? Qui va servir en fait à densifier vos couleurs et à éliminer les reflets que vous pourriez avoir dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça permet notamment d'éviter une partie de la post-production derrière pour récupérer les couleurs. Ça va vraiment densifier notamment le ciel pour récupérer tout le bleu que vous pouvez voir à l'œil nu. Donc ça, c'est pas mal. Filtre polarisant. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des filtres neutres, voilà, qui sont en fait des filtres opaques, vous le voyez là, je pense, qui en fait atténuent la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif. Donc ça, c'est pas mal pour faire des poses longues en journée. Voilà. Et un dernier type de filtre, parce qu'après il faut que je termine sur un dernier sujet que je vais évoquer avec vous, ce sont les filtres comme ça. Ce sont des filtres, donc là on avait des filtres circulaires qui en fait se vissent directement sur l'objectif. Et là vous avez un système de porte-filtre sur lequel en fait vient se mettre un filtre comme ça.
je viens y insérer un filtre carré directement sur mon porte-filtre. Voilà. Donc là, ici, c'est un filtre qui est dégradé. Donc vous ne le voyez pas forcément là sur l'image. Il y a une partie du filtre qui atténue la quantité de lumière et une partie du filtre qui est neutre. Donc ça, c'est utile notamment pour photographier quand on a des ciels qui sont un peu trop lumineux. Voilà ce que je voulais vous montrer en termes de matériel. Je vois, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Pas trop. Donc, le temps passe. Il va falloir que je rende l'antenne. Donc, on va terminer sur un dernier sujet que je voulais voir avec vous. Alors, je reviens en direct. Je voulais vous parler en fait de voyage photo parce que, je vous le disais, je donne des cours pour graines de photographe parce que pour moi, transmettre, c'est hyper important aussi. C'est bien de faire des belles images. Je prends beaucoup de plaisir à faire de l'image, mais j'aime bien aussi le côté transmission. Transmission donc de mes passions pour la photo et pour le voyage. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire ça, qu'est-ce que je peux développer pour me faire plaisir en photo, me faire plaisir en voyageant et transmettre aussi mes passions là. Ces passions, donc j'ai développé ce qu'on appelle des voyages photos. Donc, ce sont des circuits qui sont spécialement conçus pour la pratique de la photographie, avec vraiment un itinéraire qui est conçu, on va sur les meilleurs spots au meilleur moment, pour profiter des meilleures lumières. Et donc voilà, donc j'ai développé ça il y a quelques années. Donc j'ai commencé par un premier voyage sur Bali, il y a 3-4 ans maintenant, avec une agence qui est implantée sur place. Et l'année dernière, on a développé 3 nouvelles destinations avec Graines de photographe, donc qui est donc mon partenaire sur ces voyages-là, et Worldway Photo, qui est une agence spécialisée en voyage photo. Et donc voilà, on a construit 3 circuits. Un premier circuit sur Lisbonne, donc un voyage plus, on va dire, cityscape, plus urbain. Voilà, qu'on va vous proposer l'année prochaine, en 2021, probablement au printemps, on n'a pas encore arrêté la date. Un circuit sur le bassin d'Arcachon, voilà, déjà parce que c'est ma région, moi je suis de Bordeaux, là je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai, je suis bordelais, donc je vais très souvent sur le bassin d'Arcachon. Je tourne cette conférence d'ailleurs depuis le bassin d'Arcachon. Donc voilà, j'avais envie de proposer quelque chose sur place parce que je trouve, sans chauvinisme, que c'est une des plus belles régions au monde. Voilà, à chaque fois, j'ai la chance de beaucoup voyager, mais à chaque fois que je reviens sur le bassin, je trouve que c'est exceptionnel. Donc voilà, donc là, on propose un workshop sur le bassin pendant 4 jours, qui aura lieu au mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de découvrir cette région, il y a encore quelques places. Et le dernier voyage qu'on propose, c'est un voyage en Slovénie. Donc là, c'est vraiment un voyage très nature, très axé sur le paysage, parce que la Slovénie, c'est peut-être une des dernières natures préservées d'Europe. Et donc voilà, donc ça c'est un voyage qu'on propose au mois d'octobre. On devait y partir au mois d'avril, mais bon, situation exceptionnelle oblige. On a décalé le voyage au mois d'octobre. Donc nos 5 clients qui s'étaient inscrits sont toujours là. Donc le voyage est déjà confirmé et donc il reste quelques places si jamais vous avez envie de progresser, parce que c'est le but en fait de ces voyages photos, c'est d'abord de progresser en photo, tout en découvrant une nouvelle région du monde. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Il va falloir que je rende l'antenne parce que normalement on avait un format d'une petite demi-heure et on est presque aux 3/4 d'heure. Donc si je n'ai pas répondu à votre question, je suis désolé. N'hésitez pas à me contacter en message privé sur mon site internet, michael-portillo.com. Voilà, promis, je répondrai à toutes vos questions. Merci d'avoir été là nombreux, d'avoir suivi ce live de Graines de photographe. Si vous avez envie de progresser en photo, n'hésitez pas à suivre un de leurs cours. Voilà, il y a plein de cours modulaires chez Graines de photographe. Vous trouvez forcément la thématique qui vous plaira. Bonne fin de journée et à bientôt.